Alors bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire consacré au télétravail et qui sera présenté par Monsieur Grossamotti, Madame Coudière et moi-même. Avant de débuter ce webinaire, juste revenir sur quelques petites consignes. Je vous remercie bien de veiller à garder votre micro et votre caméra coupés pour qu'on puisse effectuer ce webinaire avec le plus de fluidité possible. Je vous remercie aussi d'indiquer votre nom et celui de votre entreprise dans le chat, comme ça nous pourrons savoir à qui nous parlons. Et enfin, si vous avez des questions lors de ce webinaire, n'hésitez pas à les poser dans l'espace chat. Donc, soit on y répondra directement si c'est en lien avec les parties abordées, et sinon on se gardera de toute façon un petit temps d'échange en fin de présentation pour aborder finalement vos interrogations. Du coup, au sommaire de ce webinaire, nous allons aborder dans un premier temps le contexte et les enjeux. Ensuite, nous reviendrons sur des questions fréquemment posées par nos adhérents et par les entreprises et nous apporterons une réponse donc, tant sur un versant réglementaire que sur un versant prévention. Enfin, nous vous présenterons aussi les ateliers que nous animerons prochainement et nous conclurons, comme je l'ai dit précédemment, par un temps d'échange. Donc, pour aborder le contexte et les enjeux, je laisse la parole à Monsieur Grossamotti. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, petite précision, vous avez dû voir apparaître dans la première diapo la DRETS ou la DETS PP. Donc, effectivement, juste une précision, c'est que la Direct est devenue, depuis le 1er avril, les DETS PP dans les unités départementales et la DRETS au niveau régional. Ça résulte de la fusion avec les DDCSPP. Voilà, donc on est toujours les mêmes, mais on s'appelle un peu différemment. Il faudra s'y habituer. Alors, pour reprendre quand même sur les enjeux de la période, une fois cela dit, je vais enfoncer un petit peu des portes ouvertes sur cette diapo-là, mais vous avez bien compris que lorsqu'on évoque le télétravail, l'enjeu, c'est vraiment de casser les chaînes de contamination en limitant les interactions sociales et tout en limitant aussi l'impact sur le fonctionnement économique et en assurant la protection des salariés. On voit bien quand même qu'il y a un certain nombre de secteurs d'activité qui souffrent, qui malheureusement ne peuvent pas télétravailler et donc qui sont parfois en fermeture administrative depuis quelque temps. Là, l'objectif, c'est vrai que sur le télétravail, c'est limiter les interactions sociales et avec, par ce biais-là, effectivement, protéger les salariés et tout en permettant la continuation du fonctionnement économique de l'entreprise. Donc vous avez un outil qui est vraiment là-dessus un peu le b.a.-ba pour tout ce qui va être de la gestion de cette crise sanitaire au sein de l'entreprise, qui est le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19. Donc il est mis ce protocole sur le site du ministère du Travail. Donc vous prenez votre moteur de recherche préféré et vous tapez protocole national en entreprise, vous y aurez accès directement. Et il est mis à jour régulièrement. Donc la dernière mise à jour date du 8 avril dernier. Alors, les mesures phares du protocole sanitaire. On a effectivement, j'insisterai jamais assez dessus, mais le dialogue social qui est un élément essentiel. Pourquoi? On est quand même, en tout cas en ce moment, en période de crise. Et en période de crise, s'il n'y a pas de dialogue, les choses se passent beaucoup moins bien en général. Donc ça, c'est vraiment le point qui est rappelé de façon constante tout au long du protocole sanitaire. Le dialogue social, échanger avec les élus représentants du personnel, avec les salariés, etc. Donc l'information des salariés, ne serait-ce que si on prend l'exemple du télétravail, eh bien, on verra par la suite qu'il y a quand même un certain nombre d'informations à donner qui sont essentielles. Le télétravail dans ce protocole est un mode d'organisation du travail qui est recommandé, qui doit être la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent. À noter d'ailleurs que depuis le 8 avril, on a une innovation dans le protocole puisqu'on vous dit que les entreprises définissent un plan d'action pour les prochaines semaines pour réduire au maximum les temps de présence des salariés sur site, tenant compte des activités télétravaillables au sein de l'entreprise. Ce plan d'action dont les modalités sont adaptées à la taille de l'entreprise fait l'objet d'échanges dans le cadre, encore une fois, du dialogue social de proximité et en cas de contrôle,
par nos services, les actions mises en œuvre seront présentées à l'inspection du travail. Donc ça, le protocole du 8 avril vient vraiment préciser les obligations et l'obligation notamment de travailler sur un plan d'action en matière de télétravail. Ensuite, donc le protocole, je ne rappelle pas des éléments, assez évidents. Il évoque effectivement la gestion des flux et notamment des distances à respecter. Le port du masque obligatoire, dans les lieux collectifs clos, avec quelques adaptations possibles dans les bureaux individuels et les ateliers. On a des règles renforcées concernant notamment les locaux de restauration, en tout cas, dès lors que le port du masque n'est pas obligatoire, on a des règles renforcées avec, notamment la distanciation de 2 mètres. Il évoque la vaccination et surtout un référent Covid est désigné, ça c'est depuis le début. Voilà, le référent Covid ne remplace pas l'employeur. Le référent Covid est là pour, alimenter aussi la discussion sur, la mise en œuvre du protocole au sein de l'entreprise. Hem, alors, on va me dire le télétravail, mais quelles sont les obligations? Puisque vous verrez, je vous l'ai dit tout à l'heure, le protocole n'a pas force réglementaire et c'est néanmoins considéré comme par le Conseil d'État comme un ensemble de bonnes pratiques qui permettent d'assurer la protection, de la santé et de la sécurité des salariés. En fait, ce protocole, il repose en réalité sur une obligation qui est de l'employeur, une obligation réglementaire, c'est, l'évaluation des risques. Ça, vous le connaissez, hein, notamment à travers le document unique d'évaluation des risques et notamment l'application de ce qu'on appelle les principes généraux de prévention. Puisque le télétravail est considéré comme étant le moyen pour supprimer l'exposition des salariés au risque Covid, en tout cas dans l'entreprise. Donc dans les lieux de travail, effectivement, et on sait très bien qu'au bureau, dans des open space, lors des moments de convivialité, en réunion, et cetera, on a des risques qui sont, majorés et également dans les déplacements domicile-travail. Donc on va bien, au-delà de la seule sphère, du travail, mais on englobe la totalité des situations, d'exposition au risque Covid par le biais de la mise en place du télétravail. Ça, c'est l'esprit. Et enfin, on y reviendra plus en détail après, mais enfin, un petit slide sur le télétravailleur, parce que le télétravailleur, il y a quand même un principe, d'égalité de traitement entre les salariés qui s'applique aux télétravailleurs, qui s'applique alors, quand on parle d'égalité de traitement, c'est à la fois dans les conditions de travail et à la fois dans les rémunérations, à la fois sur la charge de travail et les critères de résultat. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en télétravail, qu'on a moins de travail, ça c'est parfois une idée un peu répandue, c'est pas forcément vrai. 2, qu'on doit pouvoir aussi travailler, de 7 heures du matin jusqu'à 23 heures le soir. Voilà. Donc là-dessus, on y reviendra, mais ce principe d'égalité de traitement s'applique également sur la charge de travail. Et puis aux droits collectifs qui sont identiques, à ceux des salariés qui travaillent dans les locaux de l'entreprise. On y reviendra plus en détail, par la suite. Voilà, si vous avez des questions. Alors là, on va aborder du coup les questions que nous avons sélectionnées qui représentent un peu les interrogations de nos adhérents et on va apporter justement une réponse, une partie réglementaire et une partie, on va dire, plus prévention. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du bureau individuel. Une des questions qui sont assez fréquentes, c'est de se dire, bah, tous mes salariés travaillent en bureau individuel, donc pourquoi est-ce que je ferais du télétravail? Ça paraît une question pleine de bon sens, a priori. Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut rappeler, mais on l'a déjà évoqué avant, on est sur un enjeu de santé publique. On n'est pas simplement sur une question droit du travail pur. Hein. L'objectif, c'est bien de limiter les interactions sociales. Donc, on a évoqué aussi la question des transports, notamment, la question des pauses, la question, etc. Donc, on est sur un enjeu de santé publique. Ça veut dire que quand on est dans un enjeu de santé publique, eh bien, ça dépasse le simple intérêt individuel.
Quand on parle de notion de bureau individuel, cette notion, est quand même insuffisante. Pourquoi? Parce que, on se rend bien compte, notamment à travers les clusters qu'on a eu à analyser et sur lesquels, on a dû intervenir, que, c'est pas forcément tant toujours la situation de travail propre qui est, source de contamination, mais aussi toutes les interactions qui peuvent y avoir autour et notamment, eh bien, les repas, les moments de convivialité, les réunions et cetera. Donc c'est l'ensemble de ces interactions qu'il faut regarder et non pas simplement le fait d'avoir un bureau individuel, hein. Si les agents ont un bureau individuel, mais que, tous vos salariés sortent en même temps, pour se rendre, pour aller, manger dans un local de restauration qui est trop petit, eh bien, c'est sûr que là, on va avoir, une difficulté et un risque de contamination plus élevé. Donc il y a des risques collectifs qui ne sont pas à négliger et on sait bien aussi notamment que les instants de convivialité, alors c'est là où ça nous bouleverse un peu, hein, mais les instants de convivialité sont, des moments un peu clés, en termes de contamination sur le risque Covid. Donc, dois-je mettre en place le télétravail en tant qu'employeur? La réponse actuellement, c'est oui, effectivement, pour répondre aux enjeux et aux besoins de la crise sanitaire. Pourtant, on voulait rappeler que le télétravail en période de crise tel qu'on le connaît actuellement, ce n'est pas du tout la même chose que le télétravail habituel. Le télétravail habituel, avant de le mettre en place, on va discuter de l'organisation, on va s'assurer que les moyens sont mis à disposition des salariés, que les salariés soient volontaires aussi pour le télétravail habituel, ce qui n'est pas le cas là pour le télétravail en période de crise. Donc, on est vraiment sur des modes d'organisation qui sont différents. Actuellement, il y a certains salariés qui doivent garder leurs enfants en plus de télétravailler, ce qui n'est pas le cas sur un mode plus habituel et plus pérenne. On a mis les choses en place de façon rapide pour répondre au contexte. Et, euh, et du coup, les organisations sont différentes. Et aussi, on est sur un télétravail qui demande au maximum d'être au maximum en télétravail 4-5 jours semaine, ce qui n'est pas non plus préconisé habituellement sur un télétravail organisé en amont. On l'a bien vu, c'est-à-dire que sur l'année qui vient de s'écouler, on voit les difficultés et des salariés de être autant en télétravail et de plus avoir de liens euh, récurrents avec la structure, les collègues, en termes d'information et en termes de liens sociaux avec les collègues. Donc voilà, effectivement, il faut mettre en place le télétravail pour répondre au contexte particulier qu'on connaît, mais il faut avoir en tête aussi que ce n'est pas ce qu'on appelle le télétravail de façon habituelle et l'organisation est complètement différente. Alors, question pratico-pratique, suis-je obligé d'aménager le poste de mon salarié à son domicile? Quels sont les moyens matériels que je mets en place? Quels sont les moyens informatiques? Ça, c'est une question qui, revient assez fréquemment, dans les échanges qu'on peut avoir avec les entreprises sur le télétravail. Alors, on a essayé de synthétiser avec les obligations de l'employeur. Il y a 3 petits dessins qui suivent. Le fait de pouvoir, fournir, le fait de pouvoir réparer et le fait de pouvoir assurer. Fournir, parce que, effectivement, l'obligation de l'employeur, c'est de fournir des équipements de travail. Mais c'est pas forcément une obligation en tant que telle. Ça peut être aussi une indemnisation si, notamment, ces équipements sont fournis par le salarié. Si le salarié, par exemple, a ses propres équipements informatiques que vous n'êtes pas en capacité de lui fournir et que ces équipements informatiques répondent aux conditions d'utilisation et notamment de sécurité propres au fonctionnement de votre entreprise, pourquoi pas? Il faut simplement indemniser dans ce cas-là. On est toujours dans une logique du fait que le télétravailleur est dans une situation d'équité avec celui qui n'est pas télétravailleur. Donc à partir du moment lorsqu'un salarié vient dans l'entreprise et qu'il il va utiliser un ordinateur portable, par exemple, de l'entreprise. Donc, s'il doit être en télétravail, bien entendu, soit il a un ordinateur portable ou un ordinateur tout court de l'entreprise, soit dans ce cas, s'il le fournit, il est indemnisé. Ça paraît assez logique jusqu'ici. Ensuite, on a la maintenance des équipements. Ah, ben, c'est sûr qu'on sait tous qu'en termes d'informatique, on a parfois des maintenances à faire. La maintenance est bien à la charge de l'employeur. D'accord? Attention, pour le salarié, il a l'obligation de respecter les consignes d'usage.
Mais pour cela, il faut qu'il en soit informé. Alors, des questions qui se posent assez fréquemment, c'est notamment la question de la sécurité informatique lorsque je vais échanger des données, hein. Donc tout ça, ça nécessite quand même d'avoir un accompagnement en amont pour dire, eh bien, dans quelles conditions je vais utiliser telle ou telle fonction, en télétravail. Ensuite, donc, on a parlé de la fourniture, de la maintenance, la souscription d'une assurance est elle aussi, obligatoire, tout parce qu'à la fois, pour couvrir à la fois les risques, liés au télétravail, donc la protection, des biens professionnels notamment, en cas de dommages, la protection des données sensibles, et donc là encore, l'employeur doit apporter, les mêmes avantages aux salariés en télétravail que ceux, qui, travaillent en présentiel. On reste sur le même principe. Alors, il n'y a pas de vérification de la conformité préalable du poste de travail, mais encore une fois, je reviens sur la qualité du dialogue social. La discussion est possible et même souhaitable entre les parties, notamment dans le cadre du télétravail de crise. Donc c'est toujours appréciable que, il y a un échange qui se fasse sur les conditions dans lesquelles le télétravail va se faire au domicile, ne serait-ce que pour la prévention des risques de troubles musculo-squelettiques et cetera qui peuvent avoir lieu, hein. Mais il n'y a pas de vérification de la conformité préalable au poste de travail, on est quand même sur un domicile privé. Importance également sur l'aspect, santé-sécurité, là on y revient, du rôle des représentants du personnel, on est toujours dans le dialogue social, pour remonter les difficultés rencontrées par les télétravailleurs dans le cadre de l'évaluation des risques. Ah donc là, c'est vrai que, c'est à l'employeur, d'assurer la responsabilité des coûts, liés à la détérioration des équipements de travail, mais c'est aussi il faut vraiment avoir un point, d'attention sur les conditions dans lesquelles le télétravail va se faire au domicile, même si c'est pas une vérification préalable, hein. Mais dans le dialogue social, c'est important d'évoquer le sujet. Alors, dans la continuité un petit peu de cette question, c'est vrai qu'on nous pose souvent aussi la question de comment aider le salarié à bien s'installer. Alors, ce qui va être essentiel à avoir en tête, c'est que l'environnement de travail distanciel doit être considéré comme un environnement de travail au même titre que quand on est à son bureau en présentiel. Et cela, en fait, on peut avoir des environnements qui vont favoriser l'émergence de problématiques. Alors, ce qu'on va conseiller, généralement et dans la mesure du possible, parce qu'on doit voir que, chaque salarié ne vit pas, dans la même, maison, vivent en appartement, vont pas avoir les mêmes espaces. Donc ce qu'on va préconiser dans un premier temps, c'est d'avoir, par exemple, un bureau ou un espace dédié au télétravail pour vraiment couper, on va dire, la sphère privée de la sphère professionnelle. On va aussi recommander de travailler plutôt sur un bureau, que sur une table à manger ou sur la table basse. Voilà, un bureau finalement comme en situation normale. Dans cette continuité-là aussi, on va préconiser plutôt d'utiliser des sièges que des chaises, de salle à manger, ou le canapé, pour vraiment assurer, on va dire un maintien, plus optimal, notamment du rachis, des membres supérieurs et des membres inférieurs. À savoir que, les salariés, souvent en télétravail, vont, justement effectuer leur activité avec des, ordinateurs portables. Heu, Dans ce cas-là, on va plutôt recommander de rehausser cet ordinateur portable à l'aide de ramettes de papier, de livres ou alors de rehausseurs spécifiques, et d'utiliser justement, un clavier et une souris déportée pour finalement se rendre un petit peu dans cette situation-là qu'on peut voir, sur la photo. Il est important de savoir aussi que, comme en situation normale, bureautique, hein, la position assise prolongée, elle est pas du tout recommandée. Donc c'est aussi, important chez soi d'avoir des, moments, debout, par exemple lors des, conversations téléphoniques, ou essayer de casser, voilà, cette posture assise en allant, se faire son café ou justement en marchant un petit peu au cours de la journée.
Vous pouvez retrouver, tout un tas de conseils un peu plus développés que pendant cette slide, notamment sur une vidéo qu'on a mis en ligne, sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet, hein, qui, explique un petit peu les astuces et les conseils pour, télétravailler dans de bonnes conditions. Et sinon, vous avez aussi, tout ce qui est, livrable, qui est mis à votre disposition, que vous pouvez utiliser justement, bah, pour sensibiliser vos salariés, à cette pratique. Alors, dois-je indemniser mon salarié par rapport aux frais d'électricité, forfait internet, et cetera, et cetera? Alors ce qu'on va là plutôt appliquer, ce sont les règles de l'ANI, dont vous avez entendu parler, qui a été signée le 26 novembre 2020, sur, le télétravail, et notamment on a 2 articles qui nous intéressent particulièrement, c'est les articles 7.4.1 et 3.1.5. Donc le principe, c'est la prise en charge des coûts du télétravail par l'employeur. Alors, pour vous reprendre par exemple, l'ANI, il vous dit que le principe selon lequel les frais engagés par un salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail doivent être supportés par l'employeur s'applique à l'ensemble des situations de travail. Le choix des modalités de prise en charge éventuelle des frais professionnels peut être, le cas échéant, le sujet de dialogue social au sein de l'entreprise. L'allocation forfaitaire, versée le cas échéant par l'employeur pour rembourser ce dernier, est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite des seuils prévus par la loi. Donc, ça veut dire que on a bien un principe qui est la prise en charge des frais qui sont engagés après validation de l'employeur. Donc là, il faut quand même qu'il y ait encore une fois un temps d'échange. L'allocation forfaitaire, elle est réputée utilisée conformément à son objet et donc du coup ouvre droit aux exonérations sociales et fiscales. Alors, je vous ai mis une petite référence à la newsletter 13. Là encore, si vous allez sur le site internet de la Directe, cette fois-ci encore, puisqu'on n'a pas encore modifié. Sur le site internet de la Directe, vous retrouverez cette fameuse newsletter numéro 13 qui traite justement du télétravail, donc qui approfondit la question et qui évoque notamment ce point-là. Alors, du côté fiscal quand même, l'exonération des cotisations se fait dans la limite globale de 10 € par mois pour un jour de télétravail et on va jusqu'à 50 € pour 5 jours de télétravail. Donc c'est 10 € par mois lorsqu'on est sur un jour de télétravail, 50 € pour 5 jours de télétravail par semaine. Voilà ce qu'on peut dire sur ce point-là. Non, c'est bon. Alors en télétravail, je suis joignable comme en présentiel. Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, sur le télétravailleur qui est un salarié comme les autres, le temps de travail, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que l'employeur fixe et contrôle les horaires de travail. Ça, c'est une constante. Le salarié doit être opérationnel et disponible pendant les horaires qui sont fixés par l'employeur. Simplement, quand on est en télétravail, eh bien, les principes applicables au temps de travail s'appliquent également pour le salarié en télétravail. C'est-à-dire que le salarié en télétravail, il a le droit de prendre des pauses, hein. Il a le droit de déjeuner, oui. Donc ça veut dire que quand il déjeune, il n'est pas forcément devant son ordinateur. Il doit d'ailleurs pas être devant son ordinateur en train de travailler. Il est sur une pause déjeuner et il a les mêmes droits au repos, en fait, que tout salarié qui serait présent dans l'entreprise. Donc, j'ai le droit à mes 11 heures minimales de repos quotidien et toutes les règles de durée du travail restent applicables, c'est-à-dire la durée du travail maximale quotidienne, la durée du travail maximale hebdomadaire, etc. Tout cela s'applique. Donc c'est vrai que ça peut être aussi le piège du télétravail, hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver à cadrer les conditions dans lesquelles les salariés vont pouvoir travailler. Sinon, on va être comme le petit monsieur en bas à droite de votre diaporama, on risque d'avoir quelques difficultés à tenir le rythme, hein. La batterie va être épuisée vite fait. Donc on a aussi le fameux droit à la déconnexion des salariés qui s'applique. Et donc là, c'est là où le dialogue social sera important pour définir comment je mets en œuvre ce droit à la déconnexion des salariés. Est-ce que
je bloque l'accès au serveur de telle heure à telle heure? Est-ce que je donne des consignes proches? Est-ce que derrière, je fais un suivi pour vérifier que j'ai pas des salariés non plus qui travaillent tout le temps? Donc c'est vrai que c'est pas toujours simple, mais le principe, c'est vraiment que, excuse-moi, j'ai une les plages horaires de disponibilité doivent vraiment être déterminées par l'employeur. Et la distinction surtout entre le temps de travail et le temps de repos, elle, doit être claire, sachant qu'on verra qu'il faut aussi, notamment en cette période de crise, faire preuve aussi d'un petit peu de souplesse parce qu'on est dans des conditions qui ne sont pas effectivement les conditions du télétravail normal, avec notamment, des questions où vous avez des situations où les salariés sont aussi avec leurs enfants en garde d'enfants, à domicile, ce qui peut perturber un petit peu le fonctionnement. Donc effectivement, c'est l'employeur qui normalement définit le cadre temporel et les plages horaires où le salarié doit être en activité. Donc on va différencier deux choses, les moments où le salarié doit être en activité et les moments où le salarié doit être joignable. C'est-à-dire que là, effectivement, on est dans un télétravail particulier. Donc l'idée, c'est plutôt d'établir en concertation entre l'employeur et le salarié les plages horaires où il doit être en activité, puisque effectivement, actuellement, il y a des contraintes supplémentaires qui s'ajoutent, comme la garde d'enfants, le conjoint aussi qui peut être en télétravail. Donc, l'idée, effectivement, c'est plutôt essayer d'adapter ces plages horaires aux contraintes aussi environnementales du salarié pour que ça se déroule le mieux possible. Une fois ces plages horaires d'activité définies, il peut y avoir des plages horaires d'activité où le salarié est joignable, ce qui est deux choses différentes. Pourquoi définir des plages horaires où le salarié est joignable? C'est-à-dire que en télétravail, on a l'impression qu'à partir du moment où le salarié est à son domicile, il va être joignable tout le temps et il doit répondre immédiatement puisque finalement, il n'a que ça à faire. Bah non, c'est-à-dire qu'il est en train de travailler. Donc, comme au bureau, il peut être en réunion, il peut être en train de faire une visio, au téléphone avec un client, un prestataire, etc. Et c'est vrai que ça, on a tendance à l'oublier. Avec sous couvert de télétravail domicile, il est joignable. Non, c'est exactement pareil, il est en activité. Donc, l'idée d'avoir des plages où il est joignable pour les collègues ou pour le manager, ça lui permet de mieux s'organiser, d'éviter d'interrompre ses tâches trop régulièrement, puisqu'on sait que ça a un impact aussi sur la charge de travail et la charge cognitive, le fait d'être interrompu, de devoir se remobiliser pour récupérer l'activité que j'étais en train de faire avant. Donc, pour ça, ce qui peut être fait, c'est définir une charte de communication, donc en discuter entre salariés d'une même équipe et avec les managers pour définir quand est-ce que je vais utiliser un mail pour une demande rapide, ponctuelle, ça va peut-être être un mail. Pour une autre demande, ça va être le téléphone. Et là, je sais que ça prend plus de temps. Donc, pour toutes ces demandes-là, ça va être un rendez-vous téléphonique pour éviter d'interrompre le salarié dans son activité de façon trop longue. Donc, voilà, c'est des règles de fonctionnement qui permettent déjà de se sentir plus à l'aise pour contacter ses collègues, de se sentir plus à l'aise pour contacter son salarié ou son manager quand on en a besoin, et qui permet de mieux s'organiser de façon plus sereine dans l'activité de télétravail. Ensuite, effectivement, il y a le droit à la déconnexion. Donc ça, M. Grossin-Motier en parlait juste avant. Donc ça, pareil, il faut le discuter de façon concertée. Est-ce que pendant la pause du midi, on interrompt les connexions? Est-ce que c'est le soir à partir de quelle heure? 18, 19, 20 heures? Le week-end, qu'est-ce qu'on en fait? Puisqu'on voit aussi des salariés qui répondent à leur mail le week-end ou qui regardent ce qui se passe et qui traitent certaines questions ou informations le week-end. Donc, tout ça, ça se fait aussi en concertation. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en télétravail particulier. Il y a des contraintes extérieures qui s'ajoutent à l'activité de travail et malheureusement, on doit les prendre en compte actuellement puisque du coup, ce n'est pas une situation normale et on espère pas trop pérenne. Alors, c'est vrai que ça, c'est une préoccupation. En tant que manager, j'ai besoin de savoir un peu ce que fait mon salarié. Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut aussi, commencer par un esprit de confiance, parce qu'on est, il y a un peu de souplesse puisqu'on est vraiment dans une situation de télétravail de crise, hein. Donc c'est vraiment, une situation qu'il faut distinguer du télétravail pérenne. Donc on a mis justement 2 parties. Le télétravail de crise, c'est
La nécessité d'informer sur les moyens de surveillance éventuellement mis en place. Alors, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais ne serait-ce qu'en matière de durée du travail, beh, comment est-ce que est enregistrée la durée du travail des salariés, puisqu'elle doit s'appliquer également. Alors, c'est vrai que c'est parfois un peu plus compliqué. Est-ce que c'est sur du déclaratif depuis l'ordinateur? Est-ce que c'est sur les connexions, les logs de connexion qu'on peut retracer la durée du travail? Bon, tout ça, c'est quelque chose qui est aussi à définir. Et là encore, ça nécessite un petit peu de dialogue. Mais en tout cas, il faut que les salariés soient informés sur les moyens de surveillance qui vont être éventuellement mis en place, en respectant aussi, bien entendu, des règles propres à la CNIL. Le droit, donc, garantir le droit au respect de la vie privée, ça, je pense on en a déjà pas mal parlé auparavant. Et puis, toujours rechercher la proportionnalité entre le but recherché et les restrictions qui sont apportées aux libertés individuelles et l'exigence de loyauté et de bonne foi. Ça veut dire que il ne faut pas demander quelque chose à un salarié en télétravail qu'on ne demanderait pas à un salarié qui ne serait pas en télétravail. Si être en télétravail nourrit une méfiance de la part du manager vis-à-vis du salarié en télétravail, ce qu'on peut parfois entendre, c'est: «Oh, ils sont en télétravail, donc en gros, ils font pas grand-chose». Non, le salarié en télétravail est un salarié qui va travailler autant que les autres. Parfois même, le risque, c'est qu'il travaille plus. Mais en tout état de cause, il faut commencer par une base de confiance. Et ensuite, on peut poser des jalons, mais il ne faut pas que ces jalons soient extraordinaires par rapport au but recherché, hein. On ne peut pas non plus reprendre à chaque fois systématiquement tous les logs de consultation pour vérifier s'il a bien utilisé tout son temps en télétravail pour être sur une activité purement professionnelle et pas naviguer ailleurs sur d'autres sites, ce qu'il pourrait d'ailleurs très bien faire au sein de l'entreprise, hein. Donc attention à bien cadrer le cadre de la surveillance et surtout partir sur une logique de confiance plutôt que de méfiance. Alors, on a évoqué aussi la question du télétravail pérenne. Et notamment puisque dans le télétravail pérenne, on va ajouter la négociation, une partie négociation, notamment, d'accord. On peut évoquer, des chartes si on n'a pas d'accord, le règlement intérieur d'entreprise et puis on peut aussi intégrer, les choses de façon plus large dans le cadre des entretiens professionnels. C'est-à-dire qu'on va, prévoir les objectifs qui seront adaptés à la situation. Ça, c'est un point, qu'il faut se garder en tête. Là, ça fait en tout cas pour certaines entreprises, ça fait longtemps que du télétravail est mis, même si on est en période de crise. Ça peut être aussi intéressant dans le cadre de cette période de télétravail, de réfléchir à des conditions de négociation sur la mise en place du télétravail et voir comment est-ce qu'on peut alors pas pérenniser dans la façon dont c'est fait actuellement, puisqu'on voit bien quand même qu'on est sur des volumes de télétravail qui sont très, très importants, ce qui ne sera pas forcément le cas à long terme, mais commencer aussi à négocier sur un certain nombre de points qui pourraient, en tout cas qui peuvent poser difficulté lorsqu'on ça fait 1 an qu'on est parfois en télétravail. Bah, du coup, encore une fois, dans la continuité de la question précédente, c'est souvent cette question-là qu'on nous pose, c'est bah, comment je m'assure que mes salariés travaillent. Donc, bah, sans paraphraser Monsieur Grossamotti, hein, la base la plus essentielle, c'est voilà, d'être sûr quelque chose, de faire de la confiance mutuelle, hein. Euh, et si jamais, par exemple, on va avoir des objectifs, hein, on peut avoir des objectifs dans le cadre de son activité, que ce soit individuel ou collectif, il va être important que ces éléments-là soient co-construits entre les différents collaborateurs, managers. Les objectifs qui sont imputés aux personnes doivent être bien entendu réalisables et adaptés à la charge de travail. Parce qu'on se rend compte que bah, le passage de présentiel à distanciel a complètement modifié aussi la façon de travailler et par conséquent la charge de travail. Si on a des moyens d'évaluation, d'atteinte d'objectifs, d'efficacité, on va avoir certains points à aborder. Déjà, il faut qu'il y en ait. Alors il n'y a pas forcément des moyens d'évaluation dans le cadre du on va dire du travail, habituel.
Comme l'a dit monsieur Grossamotti, c'est pas parce qu'on passe en télétravail qu'il va falloir en mettre forcément en œuvre. Voilà, faut toujours garder cette base de confiance. En tout cas, ce qui va être important, ça va pas être d'évaluer uniquement le temps de travail. D'autant plus dans, ces moments de télétravail, on va dire, liés à la crise sanitaire. On va voir là, il y a encore quelques semaines, certaines personnes devaient avoir des enfants ou, des enfants en même temps que le télétravail. Donc on va avoir aussi, des temps qui peuvent se rallonger, qui peuvent être différents, en tout cas d'une situation réelle. Donc il va être très important de justement l'étudier et de le comprendre au niveau, individuel. S'il y a des moyens de contrôle, encore une fois, il est, nécessaire de les expliquer, aux personnes, voilà, aux salariés, d'expliquer, bah, déjà pourquoi on les met en œuvre et comment ils s'appliquent. Pour bien comprendre qu'on n'est pas dans, quelque chose à la Big Brother, mais on est sur quelque chose qui va avoir, des fondements et une logique. Et enfin, pour conclure cette slide, il va être important d'appliquer et d'adapter tout ça vraiment, aux situations individuelles des personnes. Comme on l'a dit, on n'a pas tous, on a des personnes qui vont avoir par exemple des enfants, d'autres non. On va avoir des personnes qui, vont avoir un espace dédié au télétravail et peut-être plus de facilité à télétravailler, d'autres non, qui vont être, par exemple, dans un appartement, plus restreint. On va avoir des personnes qui vont peut-être avoir des difficultés de santé, d'autres non. Il va falloir vraiment, du coup, prendre en compte tous ces éléments-là pour, adapter finalement au niveau individuel. Alors, c'est vrai que quand on évoque, le télétravail et quand on est manager, on est parfois un petit peu démuni lorsqu'on doit animer un collectif de travail. Et donc, manager en télétravail, ça s'apprend. C'est pas forcément inné. Tout d'abord, s'agissant des règles, il faut rappeler qu'il y a une obligation de formation à la sécurité et de prévention des RPS. Alors, juste la formation, elle est à la fois pour le télétravailleur et pour son manager, car on a bien quand même une modification du poste de travail et des modalités de travail qui peuvent avoir un impact sur la santé et la sécurité à la fois du salarié et du manager. Donc, il faut rappeler quand même que vous avez un article du Code du travail qui est l'article L41 et 41.1 qui vous dit que l'employeur a l'obligation de formation de ses salariés à la sécurité et l'article suivant qui vous dit que notamment c'est le cas lorsque les salariés changent de poste de travail ou de technique et donc là on est vraiment dans ce cadre-là, hein. Le télétravail, c'est pas du tout la même façon de travailler, en tout cas ça impacte, notamment pour le manager fortement le les conditions de l'exercice de ses fonctions. Donc, ça doit pouvoir être accompagné justement pour que ça se passe dans des bonnes conditions. Euh, et donc, il faut aussi, alors on y verra, mais avoir un outil de travail qui soit, adapté. C'est vrai que si le manager n'a pas de possibilité d'organiser, des réunions, d'avoir, des accès à certains applicatifs, mais ça va être un peu plus compliqué pour lui de maintenir un collectif de travail. Donc ça, c'est quelque chose qui doit effectivement être pensé. Toujours une fois, hein, même si on est dans une condition de mise en télétravail qui est un peu brutale parfois, ça peut quand même s'accompagner d'un dialogue social et évoquer les besoins, entre les personnes de telle façon à ce que ça se passe le mieux possible, dans cette période un peu particulière. Voilà, sur le reste de la prévention des RPS, eh bien, on va rappeler les nécessités de respecter des règles légales, notamment, même en période exceptionnelle. La durée du travail reste une règle légale. Le temps de repos obligatoire, la possibilité d'obtenir un arrêt de travail pour garde d'enfant ou en cas de maladie. C'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on ne peut pas avoir, être en arrêt de travail pour garde d'enfant et bien entendu, ce qu'on a déjà évoqué, le droit à la déconnexion. Donc, une fois qu'on respecte ça et qu'on garde ce qu'on a dit finalement au tout début de la présentation, c'est-à-dire le télétravailleur est un travailleur comme un autre et le manager, donc lui, doit pouvoir assurer ses fonctions de management
dans les mêmes conditions, eh bien, on sait que finalement tout ce qui est dit là, ça ressort un peu du bon sens. Alors du coup, le rôle du manager a évolué effectivement. Manager une équipe qui est présente sur site ou manager une équipe qui est à distance, c'est vraiment une nouvelle compétence et c'est des nouveaux modes d'organisation à mettre en place. Et tous les managers n'y sont pas forcément prêts. C'est quelque chose sur lequel il faut se pencher et réfléchir comment j'anime cette équipe à distance. Donc l'idée, c'est de garder le lien. Voilà, effectivement, ça fait partie du bon sens, mais voilà, garder le lien, mais garder le lien avec des personnes qui sont isolées chacune dans des endroits différents, c'est pas toujours simple. Donc l'idée, c'est plutôt de mettre en place, par exemple, des réunions courtes, mais plus régulières. Là où j'avais peut-être une réunion d'équipe qui durait une demi-journée le lundi matin, une fois toutes les 3 semaines ou tous les 15 jours, je vais plutôt favoriser des réunions 2 fois par semaine d'une demi-heure. Voilà, vraiment plus courtes, mais plus régulières pour avoir des points d'accroche plus réguliers, pouvoir voir les salariés régulièrement, voir où ils en sont, voir comment ça va aussi. Et aussi courte parce qu'on l'a tous fait, c'est-à-dire que les visios qui durent 2, 3 heures, 4 heures, voire, c'est épuisant. On voit bien qu'on se fatigue et que la sollicitation intellectuelle, elle est assez dense. Donc voilà, le mot d'ordre, c'est court mais régulier. On va aussi mettre en place des nouveaux modes de communication. Donc effectivement, c'est pour pallier à tout ce qui était informel. Là où je croisais les salariés, où je croisais mon collègue au détour d'un bureau, dans le couloir, à la photocopieuse, à la pause café ou sur le repas du midi, où il y avait aussi des échanges. Alors oui, des échanges du lien collectif, mais aussi des échanges sur l'activité. Finalement, ces moments-là, ils n'ont plus lieu. Donc, on va essayer d'organiser ces moments informels. Alors, c'est un peu contradictoire, puisqu'un moment informel, normalement, il n'est pas censé être organisé. Mais voilà, en télétravail, c'est quelque chose qui va devoir être fait. Donc, du coup, on a vu apparaître ce qu'on a dans certaines entreprises qu'ils appellent des cafés visio, c'est-à-dire que 2, 3 fois par semaine à 9 heures, ou voilà, il y en a dans des entreprises où c'est le matin en arrivant, ou à la pause de 10 heures, 10h30, on se connecte 10 minutes tous ensemble pour garder ce lien. C'est vraiment l'idée, c'est de garder le lien, se voir régulièrement. Puisque c'est très facile quand on est en télétravail 5 jours semaine, de finalement avoir qu'un rendez-vous avec son équipe une fois dans la semaine et passer à la semaine suivante. Donc non, on va vraiment essayer de garder de la fréquence pour voir comment les gens vont et puis aussi échanger de l'information sur l'activité en cours, sur les projets, sur les objectifs de l'entreprise, sur vraiment ce qui se faisait habituellement. On va continuer à cultiver et valoriser le travail d'équipe. C'est vrai que ça, on l'a vu aussi, pour faciliter, en voulant faciliter l'activité, on a vu certains projets découpés et chaque phase donnée à des personnes individuellement en disant ça va être plus facile, il va gérer ça tout seul, donc ça va être plus simple en télétravail. L'idée, c'est plutôt l'inverse, c'est de continuer le travail à plusieurs comme on a l'habitude. C'est-à-dire que maintenant, les outils sont en place pour la plupart. Travailler à 2 sur un projet, c'est assez facile en visio, par téléphone, et ça permet de garder aussi les liens collectifs. Donc, on va plutôt essayer d'encourager le travail à plusieurs, comme ça se faisait classiquement. Garder l'équilibre entre la sous-communication et la surcommunication, c'est pareil, on a vu les deux, c'est-à-dire que des managers voulant garder le lien, envoyer plein de mails, téléphoner, savoir comment ça se passait, etc. Et finalement, les personnes étaient... il y avait trop, c'était trop, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi de la place pour réaliser l'activité. Et puis l'inverse, c'est-à-dire que loin des yeux, loin du cœur, le fait que je ne vois pas mes collègues ou je ne vois pas mes salariés, je leur donne moins d'informations au fil de l'eau, ça se dégrade au fil du temps et finalement, il n'y a plus beaucoup de communication à la fin. Donc, c'est vraiment un équilibre entre ne pas trop communiquer et ne pas sous-communiquer. Échanger sur les outils qui sont à disposition, ça c'est pareil, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas la même connaissance des outils, donc rappeler s'il y a un calendrier partagé, s'il y a des chats de discussion et sur quel usage on en fait. C'est-à-dire que le chat de discussion, est-ce que de façon concertée, on l'utilise à n'importe quel moment de la journée pour quels échanges. Et le calendrier partagé, c'est pareil, on redéfinit, oui, on doit le mettre à jour sous tel format. Enfin, voilà, pour vraiment que j'en reparlerai après aussi, mais pour que les salariés soient à l'aise de solliciter leurs collègues ou leurs managers sur des horaires qui soient appropriés.
Et là où c'est un peu plus compliqué encore, parce que c'est déjà pas simple d'animer une équipe à distance, mais c'est quand finalement toute l'équipe n'est pas à distance. C'est-à-dire qu'en fonction des activités, on va avoir des endroits où il y a des gens qui sont en télétravail et des gens qui restent sur site. Donc là, du coup, comment j'arrive à garder le lien dans mon équipe avec des personnes qui se voient, qui se croisent quand même, puisque du coup, avec toutes les précautions sanitaires nécessaires, mais qui se voient, et d'autres qui sont en télétravail. Donc là, c'est comment je les intègre dans les pauses visio ou dans certaines réunions en visio. Voilà, on essaye de vraiment de garder cette alchimie. C'est d'autant plus important pour le management actuellement en télétravail, mais on espère à un moment revenir dans l'entreprise, bien sûr. Un jour, on va revenir en présentiel. Et du coup, si le collectif de travail n'a pas été maintenu pendant cette période de télétravail, le retour en présentiel va être d'autant plus compliqué. Donc, c'est vraiment un enjeu actuellement, mais un enjeu aussi pour ce qui arrive dans les mois à venir, j'espère, où du coup, on va repasser de plus en présentiel. Il faut aussi responsabiliser les salariés. Effectivement, moi, en tant que manager, j'ai un rôle à jouer. Ça fait partie de mes missions d'animer un collectif. Mais pour autant, chaque salarié est membre du collectif. Donc, il faut rappeler que chacun a sa responsabilité d'échanger les bonnes informations avec les collègues, de ne pas hésiter à solliciter quand il y a un besoin, de mettre à jour ses calendriers pour faciliter les échanges. Chacun vraiment a un rôle à jouer dans ce maintien du collectif. Et puis, si vraiment je suis en difficulté, je vois que le management à distance, c'est une compétence nouvelle, hein, c'est pas inné, hein, c'est pas quelque chose auquel on pensait avant. Et il faut pas hésiter, faut vous former, demander de l'aide à un collègue manager qui a peut-être pu mettre en place des choses et qui fonctionnent, ou aussi alerter le chef d'entreprise si vous-même vous êtes en difficulté, parce que souvent on parle des difficultés des salariés en télétravail, mais le manager, souvent aussi, il est en télétravail, en plus, il y a une nouvelle compétence qui est manager à distance. Donc, ça peut être assez logique et compréhensible qu'il y ait des difficultés, mais il y a toujours des solutions. Donc, faut mieux alerter et en parler pour pouvoir améliorer ces difficultés. Alors, aussi une question qui nous est fréquemment posée, c'est qu'est-ce que je dois faire si un de mes salariés se sent isolé? C'est un risque que l'on a identifié et qui a été abordé de nombreuses fois dans les médias récemment et qui est réel. La première chose à avoir en tête, c'est d'essayer déjà d'identifier la cause de la situation. Comment est-ce que mon salarié se retrouve dans une situation où il se sent isolé? On peut avoir aussi en tête le fait que, si jamais on est dans cette situation-là, on est confronté à ça, il y a toujours la possibilité, hein, comme, on l'a dit, précédemment, d'alterner ou d'avoir, de manière exceptionnelle, des temps en présentiel. Donc ça, c'est notamment à voir avec l'employeur. C'est pour ça que c'est important de faire remonter aussi, ces difficultés et aussi en lien avec le médecin du travail. Et ainsi, on va avoir la possibilité d'alterner entre des phases à distance, des phases, au bureau, tout en respectant bien entendu, le protocole, au sein de l'entreprise. Au niveau de l'isolement, il faut savoir qu'on n'est pas sur quelque chose qui, nous tombe dessus du jour au lendemain. On est sur quelque chose qui va se construire, c'est un processus, hein, c'est des éléments qui vont s'ajouter, les uns après les autres et qui vont justement construire, cette problématique. Souvent, l'isolement va être lié à l'impossibilité d'avoir, accès à du soutien par ses collègues, managers, en tout cas par son entourage, professionnel lorsqu'on va en avoir besoin. Et ce qui va être très problématique, surtout à distance, c'est qu'on va vraiment attaquer et fragiliser les interactions au sein du collectif. Hem, Comme, voilà, tout risque, psychosociaux, on va avoir du coup des, atteintes ou des problématiques au niveau de la santé mentale, mais on va également avoir des, conséquences au niveau de la santé physique, hein. Ça peut participer, à l'émergence, par exemple, mmh, de tensions, musculo-articulaires et cetera, et cetera. Ce qui va être, essentiel, c'est de pouvoir repérer, l'isolement le plus précocement possible et ça va notamment passer, justement par de la participation, inclure le salarié dans de la participation, des échanges. On peut aussi, alterner, comme on l'a dit précédemment, entre, du présentiel, du distanciel
et surtout ne pas hésiter à demander de l'aide. Euh, pour prévenir les situations d'isolement, voilà, on vous a remis quelques points, on va dire des points clés. Bon, on l'a dit, l'alternance entre du présentiel et du distanciel, réaliser des feedbacks et de la communication, donc soit du travailleur vers le manager, soit du manager vers le travailleur aussi. Il est important aussi de garder cette valorisation du travail. C'est quelque chose que on a remarqué qu'on perd quand on est en distanciel. Mais il ne faut pas hésiter justement à dire voilà, que le travail est bien fait, d'apporter justement de la lumière sur la qualité, parce que c'est des éléments qui viennent un petit peu protéger et prévenir. Encore une fois, comme l'a dit Madame Coudière, maintenir le collectif et le travail collaboratif au sein des équipes est une chose essentielle. Il existe aujourd'hui des moyens pour faire plein de choses, hein, pas forcément qu'en vision, on peut avoir aussi des outils pour travailler ensemble sur un même document, faire des brainstorming, par exemple, à distance, des choses comme ça. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur notre site internet, on vous a mis à disposition un certain nombre de conseils sur ces éléments-là. Et ce qui va être important aussi, c'est de ne pas figer l'organisation et les modalités du télétravail. Ce qu'on va voir, hein, d'une semaine à l'autre, on peut avoir des modifications dans l'application du télétravail. On va avoir, par exemple, des phases avec les écoles qui sont ouvertes, donc les enfants qui vont aller à l'école, d'autres non, on va devoir garder ces enfants et tout un tas d'éléments. Donc, il faut avoir vraiment la possibilité d'adapter son organisation au contexte, mais également aux situations personnelles. Pour agir, bah, voilà, on est confronté à une personne isolée, comment on peut agir? Bon, déjà, recréer ou créer ou favoriser, voilà, de l'écoute et du dialogue, revoir les modalités du télétravail comme on l'a dit précédemment, établir des espaces collectifs, hein, s'il y a eu une dégradation sur cet aspect-là, ça va être important de justement recréer ces éléments-là et surtout suivre et orienter. Il y a des numéros, par exemple, il y a un numéro vert qui existe pour justement avoir des conseils ou justement parler de sa situation. Et puis, nous, au sein de la PST 41, on a aussi créé avec nos professionnels de santé les moyens pour recueillir vos difficultés ou vos demandes d'accompagnement, que vous soyez salarié ou même si vous êtes manager, vous pouvez tout à fait nous poser vos questions, on pourra vous accompagner. Alors, que dois-je communiquer aux salariés sur les conditions de mise en place du télétravail? C'est vrai que quand on dit, notamment en période de crise, bah, maintenant, faut maximiser le télétravail. Derrière, quelles sont les conditions d'accompagnement qu'on va donner aux salariés et est-ce qu'on les lâche comme ça en disant: «Bah, maintenant vous êtes chez vous et puis vous vous débrouillez?» ou est-ce que finalement il y a peut-être un minimum quand même de choses à donner? Alors effectivement, on en a un petit peu parlé, donc on rappelle un peu, des choses qui transparaissent déjà de la présentation. C'est vous l'aurez compris, informer le salarié de toute restriction à l'usage d'équipements ou d'outils informatiques ou de services de communication électronique, des sanctions en cas de non-respect. Donc là, on renvoie notamment également auprès du règlement intérieur, mais il est bien évident que notamment quand on évoque aussi la protection des données informatiques. S'il y a nécessité, par exemple, de passer par un VPN pour se connecter au serveur de l'entreprise, eh bien, il faut que ce soit bien précisé, que chacun soit au courant de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de difficultés et éviter aussi tout piratage extérieur, etc. Donc, il y a un certain nombre de points comme ça qui doivent être évoqués sur l'utilisation des outils numériques par rapport aux critères qui sont ceux de l'entreprise. Hein. Donc ça, c'est vraiment, l'information est un point essentiel. Alors je vais plutôt passer pour la suite sur la diapo suivante, voilà, et notamment sur le rôle du CSE dans la mise en place et le suivi du télétravail. Alors pourquoi c'est important? Heu Si on est sur, je vais prendre 2 cas différents. Soit on est sur la mise en place d'une charte ou d'un accord. Donc effectivement, on est en télétravail de crise. Maintenant, j'avais dit tout à l'heure, ça fait quand même un certain temps qu'on est en crise. Donc
ça peut être aussi le moment de commencer un peu à formaliser les choses avec les élus, justement pour avoir quelque chose d'un peu plus cadré et montrer aussi qu'on s'intéresse aux conditions dans lesquelles le télétravail est mis en place. Donc c'est aussi un signe positif à envoyer aussi à la fois auprès des représentants du personnel, mais vis-à-vis des salariés. Donc, juste à savoir par rapport au rôle du CSE, c'est-à-dire que si on est sur un accord, l'accord se fait avec des organisations syndicales, des représentants syndicaux, donc il n'y a pas de consultation du CSE dans ce cadre-là, l'accord est conclu et donc il est mis en place, on peut quand même informer le CSE. Il n'y a pas de consultation, on ne demande pas son avis, mais on peut informer, il faut d'ailleurs informer le CSE. Par contre, si l'accord n'est pas possible, on peut s'orienter vers une charte. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, le CSE est consulté sur la charte. Alors, pour vous donner quand même quelques idées de ce qu'on peut avoir dans le cadre d'une charte, bien entendu, c'est les conditions de passage en télétravail. Alors d'ailleurs, dans les chartes, on évoquait surtout en cas de pollution, hein, les conditions de mise en place d'un télétravail lorsque, notamment dans des villes qui connaissent un pic de pollution, on peut le mettre en place. Bon, là, on n'est pas dans ce cadre-là, hein, mais on a la Covid. On a les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail, les modalités de contrôle du temps de travail, on l'a déjà évoqué, hein, ou de régulation de la charge de travail, la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail, etc. Et notamment aussi, vous aviez une modalité d'accès des travailleurs handicapés au télétravail justement pour maintenir les conditions de maintien dans l'emploi ou dans l'emploi. Donc, tout ça, ça fait partie des chartes. Alors, effectivement, on va adapter les choses à la situation actuelle, c'est normal, mais on voit bien quand même que l'esprit des chartes était vraiment de garantir l'égalité entre le salarié en télétravail et le salarié qui, lui, n'est pas en télétravail. Donc, toujours cette possibilité-là, même si on n'est pas sur un télétravail, j'allais dire normal, on peut quand même travailler sur des chartes ou des accords. Importance également de maintenir le lien et d'avoir des réunions périodiques avec le CSE ou la CSST pour assurer un suivi régulier de l'organisation en télétravail. C'est pas parce que on est en télétravail, on est en distanciel, qu'il n'y a pas possibilité d'avoir des réunions périodiques, puisque là, les ordonnances ouvrent la possibilité de maintenir ces réunions périodiques en distanciel, sauf cas particulier, j'y reviendrai le cas échéant. Donc, important de maintenir dans ces réunions le lien avec les conditions de travail dans le cadre du télétravail. Pour rappel, il est aussi possibilité, et c'est peut-être souhaitable, d'augmenter les crédits d'heures pour permettre aux représentants du personnel de prendre davantage contact avec les salariés qui sont en télétravail, justement pour suivre les conditions dans lesquelles ça se passe et prévenir aussi par ce biais-là des phénomènes d'isolement. Donc c'est aussi une opportunité qui est laissée. Ensuite, juste un point différent, hein, c'est d'un point de vue purement juridique cette fois-ci. Quel est le rôle du CSE dans la mise en place du télétravail? Il y a une différence à faire entre les entreprises de plus de 50 et les entreprises de moins de 50. Dans les entreprises de plus de 50, on va se rattacher à un article du Code du travail qui est assez de compétence générale du CSE, c'est l'article L2312-8 du Code du travail, c'est le suivi de la bonne marche de l'entreprise. Et quand on est dans le suivi de la bonne marche de l'entreprise, on a aussi dans le suivi de l'évolution des conditions de travail, c'est-à-dire qu'on vous dit que le comité est informé et consulté, donc on est bien sur une consultation avec un avis, sur les questions nécessitant l'organisation, la gestion de la marche générale de l'entreprise, et notamment sur les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle, et l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité des conditions de travail. Donc on est manifestement avec la mise en place d'un télétravail, surtout en période de crise, surtout dans des conditions dans lesquelles elles sont mises en place avec un télétravail assez massif. Dans ce cadre-là, donc il y a bien nécessité de consulter le CSE. Alors c'est pas forcément une consultation préalable. C'est la nuance qui a été faite, mais il faut quand même consulter le CSE et
pensez à le faire de façon régulière, de telle façon à ce que toujours fluidifier le dialogue social. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE, lorsqu'il est mis en place, a la compétence en fait des anciens délégués du personnel. Elle continue et il contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise. Donc, à ce titre-là, ça fait partie effectivement de ses missions. Donc, il doit être informé. En revanche, la nuance, c'est qu'il n'est pas forcément consulté dessus. Donc, il n'a pas d'avis à rendre en la matière. Bon, au-delà de ces aspects juridiques, purement juridiques cette fois-ci, entre simple information ou simple consultation ou consultation plus formelle, ce qui est vraiment important, c'est de maintenir le lien parce que c'est aussi, on l'a bien vu à travers tout ce que vous avez dit, Madame Coudière ou Monsieur Baudouin, c'est vraiment ce qui est important, c'est la qualité du dialogue social. Je ne le redirai pas assez. Alors, comment il fonctionne le CSE en période de télétravail de crise? Bien entendu, il conserve toutes ses attributions et tous ses moyens. Il conserve donc sa possibilité de droit d'alerte, droit d'expertise. Il peut être consulté. Il peut participer à des négociations. Donc, simplement, ce qui est important, c'est de pouvoir rappeler que jusqu'à la fin de l'état d'urgence, c'est-à-dire à ce jour, c'est prévu au 1er juin 2021. On va espérer que ça va s'arrêter au 1er juin 2021. Vous avez l'ordonnance 2020-1441 du 25 novembre 2020 et un décret du 3 décembre 2020 qui vous dit qu'on a la possibilité de fonctionner finalement en distanciel avec le CSE et d'organiser des réunions visio, audio, etc. à distance. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Vous pouvez le mettre en œuvre avec votre CSE pendant la période de crise sanitaire. Donc, attention, quand même quelques petites nouveautés un petit peu auxquelles il faut être attentif pendant cette période de crise sanitaire, notamment sur le fonctionnement du CSE, puisqu'il a toutes ses attributions. Ça veut dire qu'il doit pouvoir consulter la banque de données économiques et sociales. Donc, ça veut dire que si votre banque de données économiques et sociales n'est par exemple pas accessible en ligne, ce serait bien quand même de le faire parce que si votre CSE est en distanciel et qu'il ne peut pas avoir accès à la banque de données économiques et sociales, ça risque de poser un problème. Donc là-dessus, voilà, il y a quelques points de vigilance quand même à avoir de telle façon à permettre au CSE d'accéder aux informations qui lui sont dues pour assurer ses missions dans des bonnes conditions. Voilà. Donc après, on peut aussi imaginer la mise en place, s'il y a un intranet, un affichage virtuel, etc. Il y a des choses qui doivent pouvoir se mettre en place. Alors, vous avez des réponses là-dessus, je vous invite à y aller. Il y a eu un guide pratique du CSE qui a été mis à jour sur le site. On vous met le lien sur le diaporama, qui a été mis à jour en janvier 2021, donc qui est cette fois-ci bien à jour et qui vous donneront plein d'informations sur à la fois le fonctionnement régulier du CSE de façon normale et également en période de crise sanitaire. Alors du coup, pour conclure un petit peu ces éléments-là, on va vous présenter différents ateliers qu'on va animer prochainement. Déjà, le jeudi 27 mai de 10h à 12h, nous animerons un atelier dédié aux managers chefs d'entreprise où on va réaliser notamment des échanges de pratiques, des analyses de cas et du co-développement. Donc, ça va être un atelier assez participatif où on va pouvoir aborder justement vos situations bien particulières. On aura le 1er juin de 14h à 16h, là, un atelier plutôt dédié au CSE, notamment à l'accompagnement à la négociation de charte et à l'accord télétravail. Et après, pour tout ce qui est demande individuelle, problématiques très spécifiques, on vous invite à vous rapprocher du service de santé au travail, donc soit par votre contact médecin du travail, soit par le standard, soit directement par les intervenants en prévention. Mais vous pouvez aussi vous rapprocher de l'ARACT pour mobiliser Objectif Télétravail. Donc, vous aurez le lien aussi
qui sera présent sur le diaporama. Donc, on va pouvoir passer au temps d'échange. Si vous avez des questions, alors juste avant, je vous invite, quand vous aurez l'accès au PowerPoint, d'aller visiter un petit peu toutes les productions qui ont été réalisées au niveau régional, donc que ce soit par les services de santé. Donc, on vous a mis les productions de chez nous, dans le 41, mais également du 37, du 18, du 45, du 36. Et vous aurez également des liens vers tout ce qui a pu être des éléments intéressants au niveau du ministère du Travail et tout ce qui a pu être aussi mis en avant par l'ANAC. Donc, je vous invite vraiment à télécharger ce PowerPoint et vous aurez finalement des ressources pour vous accompagner dans le télétravail. Donc là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, puis on pourra y répondre. Après, je crois que n'hésitez pas aussi, si à un moment donné, là, bon, vous avez une somme d'informations qui arrive en même temps. Peut-être que en reprenant un peu les éléments à tête reposée, vous aurez des questions qui pourront vous venir à l'esprit. N'hésitez pas, le cas échéant, à nous contacter pour avoir plus ample information ou des conseils. Et je pense que Oui, ça peut aussi se faire après dans un second temps, hein. oui, bien sûr. C'est pas, on n'a pas terminé notre présentation, puis on vous laisse Voilà. avec vos questions. Donc n'hésitez pas à venir après dans un second temps si vous le souhaitez. Et bah, du coup, je pense qu'on va pouvoir clôturer le webinaire. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Puis voilà, comme l'a dit Monsieur Grossamotti, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez justement des besoins d'accompagnement. Voilà. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.